Grâce. Et maintenant, pour la prochaine intervention, je reconnais Mme la députée de Sherbrooke. Merci, Monsieur le Président. Je vais commencer mon allocution par un remerciement. Je sais qu'on se fait des fois dire par le gouvernement, vous ne nous remerciez pas pour ce qu'on fait assez, donc je vais remercier la ministre pour cette sensibilité nouvelle, je dirais, dans son projet de loi sur la dimension psychosociale des personnes qui se retrouvent dans une situation de précarité et l'ouverture qu'il y a à permettre à plus de professionnels de reconnaître certaines contraintes que les gens vivent qui les empêchent de retourner sur le marché du travail. Je pense que c'est la bonne chose à faire et je suis contente de voir ça dans le projet de loi. Donc, on appuie certainement cette orientation-là. Il était temps, je dois dire, qu'on change de paradigme là-dessus. Je vois cependant une certaine contradiction entre cette volonté de prendre en considération les contraintes de nature psychosociale et le fait qu'à l'article 25 du projet de loi, il y a une perte de reconnaissance de contraintes temporaires à l'emploi qui sont essentiellement de nature sociale. Je pense, par exemple, aux personnes qui sont parents d'un enfant en bas âge, qui n'ont souvent pas accès aux places en service de garde. Ça, c'est une contrainte sociale. Je pense aux proches aidants, parents d'enfants handicapés, des personnes que s'ils ne vont pas travailler, bien, ce n'est pas par mauvaise volonté, c'est parce que l'accès aux services n'est pas suffisant pour leur permettre de prendre en charge leur enfant, parfois devenu adulte, autrement. Donc, ça devient des contraintes pour moi qui sont de nature sociale. Je pense aux personnes victimes de violences conjugales. Ce sont des personnes qui, en ce moment, vont perdre une mention dans la loi. Il y a une reconnaissance pour eux et elles, surtout des femmes par ailleurs, de leurs contraintes pour retourner sur le marché du travail. Et ce sont des contraintes qui cadrent pourtant tout à fait avec l'orientation de la ministre de prendre en compte là, tout ce qui est plus psychosocial plutôt que la santé. Ce qui me fait croire, en fait, que l'économie que la ministre pense faire avec ça, elle n'aura peut-être pas lieu. Simplement, le chemin que ces personnes-là vont devoir prendre pour se faire reconnaître une contrainte, en passant par de la paperasse et un professionnel, va être plus long que si on leur reconnaît formellement que dans cette situation-là, eh bien, il y en a une contrainte et puis on le reconnaît d'emblée et puis on leur donne le surplus à la prestation. Donc là, on risque d'avoir des gens qui ne sont pas en mesure de travailler pour des vraies raisons. Par exemple, avoir sous sa responsabilité une personne handicapée. Ces gens-là vont devoir suivre le processus et attendre les délais de traitement de leur demande pour éventuellement se faire reconnaître qu'ils ont une contrainte de nature psychosociale. Donc, je questionne l'efficacité de cette mesure-là. Ça va faire en sorte que des milliers de personnes, parce que c'est ça les chiffres, là, c'est ça le nombre de personnes concernées en ce moment par ces mesures-là, des milliers de personnes vont devoir entreprendre des démarches auprès de professionnels. Bien sûr, ça ne sera plus seulement les médecins, mais les autres professionnels sont aussi difficiles à rencontrer, je dirais ça comme ça. Hein. C'est pas plus facile de rencontrer un psychologue ou un travailleur social qu'un médecin là, dans le réseau de la santé actuellement. Donc, on a des gens qui vont devoir faire la file pour avoir un rendez-vous auprès de ces personnes-là, puis attendre que leur demande soit traitée, pour peut-être éventuellement se retrouver avec la reconnaissance d'une contrainte, comme c'était le cas avant, mais ça aura été plus long, ça aura requis un professionnel de la santé, ça aura requis plus d'analyse d'un fonctionnaire du ministère de la Solidarité sociale. Pour au final le même résultat, je ne vois pas l'économie à faire, ni en ressources, ni en temps, ni en prestations. Donc, je questionne ça beaucoup et j'espère qu'on va pouvoir formaliser finalement une procédure plus simple pour ces personnes-là, pour s'assurer qu'elles ont ce qu'il faut pour vivre sans leur complexifier la vie qui est déjà passablement lourde. Par ailleurs, dans le projet de loi, le problème fondamental, c'est qu'on ne change pas de paradigme par rapport à ce qui est en place depuis qu'on a créé l'aide sociale, en fait. Depuis des décennies, ce qu'on a vu, c'est des gouvernements de différents partis qui se sont succédés puis qui ont dit bien, on veut sortir les gens de l'aide sociale, on veut qu'ils retournent travailler et donc on va s'assurer de leur maintenir des prestations aussi basses possibles parce que ça va être un incitatif à retourner travailler. Plus ils sont pauvres, plus ils vont avoir le goût de retourner travailler. C'est ça, là, essentiellement, si on veut résumer les politiques en matière de solidarité sociale depuis des décennies. Bon, ça n'a pas donné les résultats qu'on souhaitait, de toute évidence. Il y a effectivement, au fil du temps, des gens qui sont retournés sur le marché du travail, mais quand on pense aux gens qui ont des contraintes qui les empêchent de retourner travailler, ces personnes-là, ce n'est pas parce que tu les rends plus pauvres qu'ils vont retourner travailler. Ils sont quand même pas capables d'y aller pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'est des troubles de santé mentale, des dépendances, une contrainte de vie, parfois de santé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va continuer de nourrir comme problématique. Les gens qui sont dans une extrême précarité financière, ils ne sont pas en mesure de retourner travailler. Et c'est ce que nous ont dit
les différents groupes qui sont venus en commission parlementaire. Ils nous ont dit, à un certain point, la précarité financière devient en soi un obstacle à retourner sur le marché du travail. C'est pour bien des gens la cause de leur incapacité à retourner travailler. Ils sont dans une telle précarité que ça devient une job à temps plein de réussir à se nourrir au moins une fois par jour, j'oserais dire, parce que plusieurs d'entre eux ne réussissent pas 3 fois par jour. Ils sont dans une telle précarité que se déplacer, se vêtir, tout ce que ça prend pour chercher un travail, ne sont pas en mesure de le faire parce que ça leur prend un temps fou et réussir à rassembler ce que ça prend pour couvrir leurs besoins de base avec une prestation aussi basse que 807 $ par mois. Donc, moi, j'aimerais voir un changement de paradigme là-dessus. J'aimerais qu'on se rende compte que cette stratégie ne donne pas les résultats escomptés. On l'a essayé souvent. Il est temps de sortir de ça. Il y a une crise sociale importante au Québec en ce moment. Il n'y a jamais eu autant de gens en situation d'itinérance, notamment. Il me semble que c'est le temps d'essayer autre chose pour sortir les gens de la pauvreté. J'aimerais voir une démarche pour essayer de fournir à ces personnes-là ce que ça prend pour vivre et voir si ça fonctionne, de leur permettre de se réinsérer socialement, de s'en trouver un travail, puis de commencer à aller mieux. Parce qu'il y a des gens qui développent des problèmes de santé physique et mentale à cause de la pauvreté dans laquelle on les plonge. Et moi, ça me préoccupe. Je trouve qu'on se tire dans le pied comme société en faisant ça. Bien sûr, ça représente des coûts de s'assurer que notre filet social offre des prestations à la hauteur là, de couvrir les besoins de base. Mais ça représente des coûts phénoménaux aussi de maintenir ces gens-là dans un tel niveau de précarité où ils développent des problèmes de santé, où ils vont devoir consommer des médicaments, où ils vont parfois se retrouver en situation d'itinérance. On devrait questionner tous les effets collatéraux aussi, notamment financiers, de maintenir des gens dans la précarité. Puis on pourrait aussi parler des effets qui sont peut-être plus difficiles à chiffrer, mais sur la réussite scolaire là, des enfants qui sont concernés par ces situations de pauvreté-là. Ça, c'est des coûts sociaux aussi, le décrochage scolaire, qui sont énormes. Et une partie du décrochage scolaire vient de la précarité dans laquelle certains enfants sont plongés. Donc, moi, je vais voter en faveur du projet de loi. Je pense qu'il y a des éléments intéressants là-dedans. Je vois une volonté d'aider davantage les gens dans le projet de loi, mais j'aimerais voir une ouverture à ce qu'on élargisse l'accès au programme de revenus de base, à ce qu'on joue sur le montant des prestations qui sont offertes aux personnes en situation de précarité, parce que, de toute évidence, après des décennies de tentatives répétées, ce n'est pas d'appauvrir les gens qui les renvoient sur le marché du travail. Ça ne fait qu'accentuer d'autres problèmes sociaux. Puis ça va être un autre ministère qui va payer, au final. Au lieu d'être le ministère de la Solidarité sociale, c'est d'autres ministères qui vont se retrouver avec cette facture-là. Le ministère de la Santé, le ministère des Services sociaux, le ministère de l'Éducation. Donc, je pense que c'est le temps d'essayer autre chose. J'espère que la ministre va vouloir le faire et qu'elle aura l'appui de son Conseil des ministres, notamment du ministre des Finances, pour essayer une nouvelle stratégie pour sortir les gens de la pauvreté. Je vous remercie, M. le Président. Merci beaucoup, Mme la députée de Sherbrooke.